Le cinéma, la télé, YouTube, voire même TikTok, quel que soit le support, quand on parle de vidéo, il y a des trucs simples qui changent drastiquement la perception qu'on a du montage. Et une fois qu'on connaît ces ficelles, notre vie de créateur est changée à jamais. Très souvent, quand on se lance dans la création de vidéos sur internet, on s'inspire d'autres créateurs, et c'est normal. Voire même, on essaie de les copier. Et ça aussi, c'est normal. Le problème avec ça, c'est qu'au début, on a tendance à appliquer des recettes sans vraiment comprendre leur utilité, leur intention, et là, ça donne tout sauf une bonne vidéo. Ce n'est de la faute ni des gros créateurs, ni des aspirants vidéastes. Si on n'y prend pas garde, ces habitudes et ces éléments vides de sens, ou appliqués sans réelle compréhension de leur rôle, peuvent rapidement devenir de très mauvaises habitudes. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de ces erreurs de montage qui peuvent littéralement ruiner vos vidéos. Mais surtout, je vais vous montrer des techniques pour remédier à ça et carrément doper vos productions, le tout très simplement. S'il y a un truc avec lequel j'aurais voulu qu'on me saoule au début de ma carrière de créateur, c'est sur l'utilisation des effets et des transitions. Parce que, soyons honnêtes, la plupart des gens ne savent absolument pas quand et comment les utiliser. Je vois encore trop souvent des vidéos avec des effets ou des transitions qui n'apportent absolument rien et qui sont juste là parce qu'ils ont été vus chez un autre créateur. Attention, je ne dis pas que les effets et les transitions de manière générale n'apportent rien, mais utilisés au mauvais endroit et au mauvais moment, ça veut juste dire « Ok, ce plan est pas ouf, je sais pas trop quoi en faire, vas-y, je cale un effet histoire que ça se voit pas trop. » Avouez, on l'a tous fait. Ce problème, il est très simple à expliquer, vous ne regardez pas au bon endroit. Cette transition que vous avez vue et qui vous a paru méchamment cool, est-ce qu'elle l'était juste parce que la technique était impeccable, ou est-ce qu'en plus d'être impeccable techniquement, elle jouait parfaitement son rôle de ponctuation et de liant dans la vidéo que vous étiez en train de regarder? C'est probablement la deuxième option, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et je vous jette pas la pierre parce que moi aussi, j'ai longtemps fait cette erreur. On est tous dans le même bateau. Quand vous utilisez une transition ou un effet sans intention derrière, c'est ce message que vous envoyez. Et ça me donne envie de vous filer des baffes. Voilà, ça c'est une transition avec un sens. Ça reprend la notion de baffe que j'ai évoquée juste avant. Ça c'est pour le choix de la transition et ce mouvement en particulier. Et pourquoi vous mettre une transition à ce moment-là, vous allez me dire? Eh bien pour m'emmener sur un nouveau lieu pour vous présenter le point suivant, qui est que tout n'a pas à être vrai. Ça, c'est impossible. Ça aussi, c'est impossible. Les voitures, ça n'explose pas quand on tire dessus. Non, je vous jure, hein, c'est prouvé scientifiquement. Et l'espace étant constitué de vide, il ne peut pas y avoir d'explosion à l'extérieur d'un vaisseau spatial. La vidéo, par essence, est un mensonge. Si on a l'impression que les images bougent, il n'en est rien. C'est la persistance rétinienne qui donne à cette succession d'images fixes l'apparence du mouvement. Et ce n'est pas la seule chose qui est fausse. Le cinéma est un mensonge admis et accepté par tous. Une fois qu'on a compris ça, on peut tout à fait jouer avec dans nos montages. Ce qui doit être vrai, c'est le message, l'intention. Le reste, c'est pour faire joli. D'ailleurs, la logique voudrait que je sois en train de continuer de parler à la caméra pendant que vous regardez ces illustrations. Eh bien non, je suis en train de faire une voix off en lisant un texte. Dans une vidéo, il y a beaucoup d'éléments qui sont présents uniquement pour aider le spectateur à la lecture visuelle et à la compréhension de ce qu'il est en train de regarder. Dans cette scène, par exemple, on a refait tout le sound design en post-prod et il y a un truc qui va vous surprendre. Alors François, je t'ai dit qu'on n'en avait pas fini, toi et moi. Les bruits de pas, ce ne sont absolument pas des pas. On a fait notre sound design nous-mêmes et c'est juste un morceau de plastique qui tape sur le bureau sur lequel on faisait le mixage. Le vrai son qui avait été capté ne nous convenait pas, il était beaucoup trop faible et ça n'est venu à l'esprit de personne de dire mais c'est pas un bout de plastique qu'on entend là à la place des pas sur la vidéo? On est d'accord que ça vous viendrait même pas à l'esprit. Bon après je vous l'avoue, je me suis quand même un peu pris la tête pour rien parce qu'il aurait suffi que j'aille sur le site Motion Array qui est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui pour avoir un sound design aux petits oignons. Incroyable, en quelques clics. Si vous ne connaissez pas encore Motion Array, c'est le moment d'aller jeter un œil parce que c'est clairement la plateforme la plus abordable pour vous proposer des musiques, du sound design, des plugins, des templates. Avec une formule annuelle qui vous revient 20 balles par mois, vous avez accès à des téléchargements illimités et surtout à une licence qui vous permet d'utiliser tout ça sans limite. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai d'ailleurs utilisé pas mal de stock footage qui vient de chez eux. C'est hyper facile de trouver des plans d'illustration dont tu as besoin. Tu peux les rechercher par mots-clés ou bien par catégorie. Et comme je te l'ai montré dans le point précédent, eh bien ça va te permettre d'habiller tes vidéos et de les rendre vachement plus attractives. J'avais par exemple besoin d'illustrer la notion de spectateur. J'ai donc cherché des gens qui regardaient la télé et je suis tombé sur ces images d'œil qui sont vraiment super sympas. Idem pour le son, il y a des effets qui me sont indispensables comme des risers qui donnent ceci.
et que je trouve très facilement sur la plateforme. Non, en vrai, Motion Array, c'est la meilleure solution pour avoir des assets vidéo et audio de qualité pour tes montages et le tout pour un tout petit prix. Bien entendu, tous les liens sont en description. En tout cas, n'hésitez pas à vous dire que créer du faux pour raconter votre histoire, ce n'est pas de la triche, du moment que le message est là et du moment que vous êtes capable de faire le point suivant. Savoir quelle histoire on va raconter, c'est la bonne façon de démarrer. Mais avez-vous pensé aux émotions que vous vouliez susciter chez vos spectateurs? Est-ce que c'est la même émotion du début à la fin? Un mix de plusieurs? Cette question, il faut clairement vous la poser quel que soit le registre de vidéo que vous faites. Du corpo, du mariage, YouTube, c'est valable partout. Et laissez-moi vous montrer comment j'ai organisé cette vidéo selon un schéma que j'utilise depuis un moment en termes d'émotion. Dans la partie 1, qui peut servir d'introduction, ce que je recherche, c'est attiser la curiosité du spectateur. Toujours. Mon objectif, c'est que vous fassiez Pour faire ça, j'utilise du sound design, des images d'illustration percutantes et quelques effets comme des zooms et des cuts rapides. Dans le milieu de vidéo, il y a un sentiment prédominant que je souhaite vous faire ressentir, c'est la satisfaction. Satisfaction d'avoir appris un truc ou de vous être rendu compte que vous appliquiez déjà les conseils que j'évoque dans cette vidéo. Pour arriver à ça, c'est surtout un travail d'écriture. Il faut que les conseils que je vous donne soient les plus pertinents possibles. Mais dans cette partie centrale, j'essaie également de vous faire rire ou simplement sourire. On apprend toujours mieux dans un contexte détendu, alors j'essaie de faire en sorte que le contenu soit complet, certes, et pertinent, mais sans être magistral et chiant, avec des petites ponctuations qui font sourire. Enfin, sur la fin, je vais pas vous spoiler, mais je cherche souvent à ce que le mood soit inspirant. Ce soit le meilleur morceau et qu'après vous ayez envie de faire des vidéos. D'ailleurs, attendez de voir la fin et dites-moi dans les commentaires si ça a marché. Mais en vrai, si vous voulez vérifier ce point, essayez de reprendre vos anciennes vidéos et de simplement déterminer les émotions que vous souhaitiez faire passer dans les différentes parties. Et posez-vous la question de ce que vous avez mis en œuvre pour y arriver. Je suis sûr que d'un coup, il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses que vous devez être capable d'identifier. Pour savoir si un plan a sa place dans votre vidéo, encore une fois, quel que soit le type de vidéo que vous produisez, il est indispensable de déterminer le rôle de chacun des plans que vous utilisez. Personnellement, je les divise en 3 catégories, et bien entendu, on ne parle pas ici des valeurs de plan. Plan large, plan moyen, plan serré, gros plan, etc. Mais bien ce à quoi servent les plans. Petit disclaimer, ça c'est ma méthode, je sais pas du tout si ça c'est un truc qu'on enseigne ou quoi, mais c'est comme ça que moi je réfléchis, et en tout cas c'est comme ça que moi je fais. La première catégorie, ce sont les plans narratifs. Ce sont ceux où quelqu'un parle, raconte l'histoire, ou transmet le message général de la vidéo. Généralement, ces plans comprennent toute la partie audio, mais pas toujours. Une histoire peut aussi être muette. Ça peut être une interview corpo, les dialogues d'une fiction, le discours sur un mariage. C'est sur ces plans-là que je vais m'appuyer pour construire l'histoire, mais j'utilise aussi des plans d'illustration. Ceux-là vont servir à venir enrichir la narration, mais aussi à garder l'attention du spectateur. Au final, quand on regarde l'utilité de ces deux types de plans, on se rend vite compte que le plus important dans la catégorie des plans narratifs, c'est la partie son. Sauf quand visuellement, il se passe quelque chose d'important narrativement parlant. Un rire, une larme, du stress, de la colère, ça, on a besoin de le voir. Mais dans une interview ou une vidéo YouTube, comme ici, le fait de me voir n'apporte pas forcément grand-chose à l'histoire. C'est ce que je dis qui est important. D'où le fait que j'essaye autant que possible d'ajouter un maximum de plans d'illustration plutôt que de rester face caméra tout le temps. Après, il reste la troisième catégorie dont il faut user avec parcimonie et ce sont des plans que j'appelle contemplatif ou purement esthétique. Ces plans-là peuvent amener une respiration dans une vidéo. Pour vous donner un exemple, sur des vidéos longues, type documentaire, on ne peut pas envoyer de l'interview 100% du temps. Ce serait totalement indigeste pour le spectateur et il faut savoir à certains moments laisser un peu de répit, une pause, même si ça peut sembler contre-productif, voire même aller à l'encontre de tout ce qu'on a pu vous dire avant. D'ailleurs, le dernier conseil, la dernière erreur à éviter, c'est probablement la plus difficile à mettre en œuvre, mais également celle qui va augmenter le plus significativement la qualité et l'intérêt de vos vidéos. Il y a énormément de règles à suivre quand on crée des vidéos, quand on les monte également. Et les digérer, les intégrer à notre workflow, c'est long. Jusqu'au jour où on a fait tellement de vidéos, on a vu tellement de timelines, que ces règles, on les applique sans même y penser. On les a totalement intégrées, à tel point qu'elles nous servent de guide. Les petits trous du vélo, les barrières qui nous empêchent de faire une sortie de route. Oui mais voilà, et si les choses vraiment intéressantes se trouvaient ailleurs que sur les sentiers balisés? Si en suivant ces règles, on passait à côté du meilleur. Je suis pas en train de dire que les règles ne servent à rien, bien au contraire. Les connaître me paraît primordial. Si on ne connaît pas les règles, comment on pourrait savoir si on les transgresse ou si on les respecte? Il faut connaître les règles pour pouvoir s'en affranchir. On peut se limiter à utiliser la règle des tiers dans un cadrage standard, mais on passerait à côté de la sensation d'enfermement de ce type de cadrage qui ne respecte pas la règle, si on avait envie de rajouter un peu d'angoisse dans une prise de parole ou dans une fiction par exemple. On pourrait également se limiter à utiliser la règle des 180 degrés d'obturation, qui veut qu'on utilise une vitesse d'obturation 2 fois plus élevée que le nombre d'images par seconde pour préserver le flou de mouvement. Mais si Spielberg avait pris cette règle au pied de la lettre, on n'aurait pas eu la sensation d'immersion qu'on retrouve avec les 45 et 90 degrés dans Il faut sauver le soldat Ryan. Tout ça pour dire que si on ne connaît pas les règles,
on ne peut pas vraiment les enfreindre. Mais quand on les connaît, qu'on a une idée bien précise, une intention créative claire, c'est un grand kiff à la fois pour le créateur et pour le spectateur de voir ces codes et ces règles auxquelles on a été habitué voler en éclats. Côté créateur, on a l'impression d'innover, de ne pas tourner en rond et de s'exprimer. Côté spectateur, on est surpris et ça nous fait tout simplement ressentir des émotions. Sachant ça, tu peux commencer à appliquer ces conseils à tes vidéos, mais commence quand même par le début. Tu sais, ton introduction, la partie la plus importante de ta vidéo, je t'en parle ici justement, on se retrouve sur cette vidéo là, dans 2 secondes, juste là.